Bienvenue dans cette nouvelle séance, la quatrième, consacrée à la séquence 5 du programme d'histoire de la classe de 5e, intitulée « L'affirmation du pouvoir royal en France ». Au cours des 3 premières séances, je vous le rappelle, nous avons planté le décor spatial puis temporel, puis nous avons abordé la problématique globale de la séquence, à savoir comment les rois affirment-ils leur autorité à l'intérieur de leur royaume, à travers l'angle de l'histoire des arts, en visitant la cathédrale du Sacre des Rois de France. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier dossier thématique de la séquence, consacré au système féodal. Grandet, le système féodal de l'Occident médiéval. Alors, nous allons nous demander pourquoi, comment, avec qui et avec quels enjeux se met progressivement en place ce fameux système féodal que vous ne connaissez pas encore, mais qui va être au cœur de notre étude, dans l'Occident médiéval. Alors, on ne va pas faire de suspense inutile. Le système féodal, je ne vais pas vous le dévoiler petit à petit, je vais vous le présenter dès maintenant sous forme d'un schéma pyramidal. Le schéma suivant. Je vous le laisse regarder en vous rappelant qu'un schéma pyramidal est toujours utilisé quand il y a une hiérarchie, c'est-à-dire quand vous avez des personnages qui ne sont pas à égalité de pouvoir, d'autorité, de richesse et de nombre. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, dans la séquence précédente, nous avons vu la hiérarchie du métier des foulons de Bruges avec les apprentis, les compagnons, les maîtres et les jurés. Là, c'est à peu près la même chose. Vous voyez que l'on distingue 3 étages. Plus on va monter au sommet de la pyramide, moins il y aura de personnages, plus ces personnages seront puissants et riches. Donc que voit-on? D'abord, on est entre chevaliers. Ah, si, il y a une exception, il y a aussi le clergé qui est concerné par cette pyramide vassalique. Par contre, ce n'est pas la peine de chercher le petit peuple, ça n'est pas la peine de chercher les paysans, ça n'est pas la peine de chercher la bourgeoisie marchande. Elle n'est pas concernée par le système féodal. Le système féodal repose sur des relations d'homme à homme. À la base, vous avez des petits chevaliers qui, en ces temps d'insécurité politique et militaire que constitue le Moyen-Âge, vont chercher la protection d'autres chevaliers plus puissants qu'eux, auprès desquels ils vont se mettre à leur service. Donc, les chevaliers vont promettre fidélité, aide et conseil à des petits seigneurs, dont ils vont devenir les vassaux. Ces petits seigneurs vont eux-mêmes rechercher la protection de seigneurs plus puissants qu'eux. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aux grands seigneurs, parce qu'en réalité, la pyramide vassalique peut avoir plus de 3 étages. Là, ils l'ont très simplifié, mais en réalité, il peut y avoir beaucoup plus d'étages que cela. Et on arrive à l'étage des comtes, des ducs, c'est-à-dire les très grands seigneurs, ce qu'on appelle les barons, c'est-à-dire les proches du roi, qui tutoient le roi, parfois, souvent, qui sont parfois plus riches et plus puissants que le roi, mais qui sont soumis au roi parce que le roi est au sommet de la pyramide, il est tout seul,
parce qu'il est le suzerain suprême, le suzerain, c'est-à-dire le seigneur des seigneurs. Et si vous vous demandez ce que fait l'Église dans ce schéma, eh bien c'est que tout simplement, on l'a vu quand on a fait les campagnes au Moyen-Âge, le seigneur peut être un abbé, c'est-à-dire un homme de Dieu. C'est-à-dire que tous les seigneurs ne sont pas des chevaliers, comme le seigneur de Vimy. Il peut aussi y avoir des seigneuries ecclésiastiques, c'est-à-dire dirigées soit par un évêque, soit par un père abbé. Mais de toute manière, seigneurs religieux ou pas, tous dépendent du roi. Alors, je n'ai pas encore parlé des fiefs, les flèches jaunes qui redescendent. Je vous en donnerai l'explication tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Je vous propose de découvrir la cérémonie de l'hommage vassalique et le contrat de confiance féodale établi entre le futur vassal et le futur seigneur à travers une miniature, celle qui est au centre de la diapo, et je vais vous proposer de décortiquer par vous-même cette image en coloriant soit en vert, soit en rouge, chacune des cases réparties sur les deux colonnes de l'exercice, selon que vous estimez que le contenu de la case correspond au chevalier qui devient le vassal, dans ce cas-là c'est en vert, ou selon que vous considérez qu'il s'agit du chevalier qui devient le seigneur, et dans ce cas-là, il faut colorier la case en rouge. Observez bien l'image, réfléchissez bien, et mettez-moi en pause le temps de faire tranquillement l'exercice. Alors, en ce qui concerne le chevalier qui devient le vassal, eh bien, il a les mains jointes en signe de supplique, c'est-à-dire de prière. Permets-moi, je t'en prie, de devenir ton vassal. Ou deviens mon seigneur, s'il te plaît. Tout simplement parce qu'il n'est pas en position de force, il s'expose en théorie à un éventuel refus. Bon, évidemment que la cérémonie a été convenue à l'avance entre les deux hommes, d'autant que c'est une cérémonie qui est publique, pour laquelle il y aura de très nombreux invités qui serviront d'ailleurs au passage de témoins de la cérémonie. Donc, évidemment que ça doit être aussi rare dans la réalité qu'un seigneur refuse un vassal, qu'une fiancée refuse de dire oui à son mari devant le maire un jour de mariage. Ça doit être rare, mais en théorie, ça peut exister. C'est la raison pour laquelle le vassal se met à genoux, car il est le demandeur. Par contre, c'est lui qui va recevoir le fief, et il en devient le bénéficiaire par usufruit. C'est-à-dire qu'il n'en devient pas le propriétaire, mais il va profiter des richesses du fief pour en vivre. Il s'engage à offrir sa protection à son seigneur, c'est-à-dire qu'il est prêt à mourir pour son seigneur, si nécessaire, puisqu'il lui offre sa loyauté et il lui offre sa vie, sa fidélité à jamais. Il y a vraiment une dimension quasiment maritale. On assiste pratiquement à un mariage, sans évidemment les relations sexuelles, puisque les mariages homosexuels au Moyen-Âge sont interdits. Mais il y a un engagement qui est tout à fait comparable à celui du mariage entre ces deux hommes. Et du coup, il prête serment devant Dieu, et parce que il y a des hommes qui n'hésitent pas à mentir, eh bien, pour redoubler de méfiance, on va obliger le futur vassal, parfois, à prêter serment devant Dieu et la main posée sur la relique d'un saint pour le faire réfléchir à deux fois
avant d'oser se parjurer, c'est-à-dire de mentir à Dieu. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un contrat de confiance entre deux hommes. Donc les deux hommes doivent être sincères l'un envers l'autre et ne pas se mentir. Alors logiquement, tout ce qui n'est pas en vert et donc en rouge est associé au chevalier qui devient le seigneur. Alors, le seigneur, il est en position de force, parce que soit il accepte, soit il refuse l'hommage du futur vassal, puisque c'est lui qui accorde ou non le fief, dont il reste, quoi qu'il arrive, toujours l'unique propriétaire. Le seigneur va relever son vassal après le serment, et lui accorder un baiser de paix, véritablement comme s'il s'agissait d'un mariage, encore une fois, un mariage basé sur la confiance entre deux êtres. Alors, il le relève comme s'il voulait lui signifier qu'il est son égal, mais pas tout à fait. Le seigneur reste le seigneur, le vassal reste le vassal, et le seigneur a autorité sur le vassal. Les deux hommes ne sont pas à égalité. Protecteur, le seigneur place ses mains autour de celles de son homme. Ben oui, il est plus puissant que son vassal. C'est justement parce qu'il est plus puissant que le vassal recherche la protection de son seigneur, d'où la symbolique des mains placées autour du vassal. Le seigneur s'engage à offrir sa protection sa vie durant à son vassal. Et alors vous voyez, cette case finalement elle est bicolore parce que en fait chacun jure à peu près la même chose à l'autre. Et pour bien montrer que le seigneur c'est le chef, c'est celui qui a l'autorité, le seigneur est assis sur son trône qui est le symbole de son pouvoir. Donc voilà le corrigé intégral. Et donc cette cérémonie est publique. On va convier tous les autres vassaux, tous les personnages qui comptent pour le seigneur, parce que cet engagement est solennel, parce qu'il engage aussi bien le seigneur envers le vassal que le vassal envers son seigneur, parce que tout repose sur la confiance et il faut qu'il y ait des témoins. C'est aussi la raison pour laquelle le contrat féodal est signé et rédigé par écrit, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, et que cela permet aussi de témoigner qu'un tel est devenu le vassal d'un autre, et qu'un tel a donc rendu l'hommage à son seigneur. Alors maintenant que l'on a vu la cérémonie de l'hommage, eh bien je vous propose une image quasiment identique, mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, un roi rend l'hommage à un autre. Nous sommes le 22 mai 1200, nous sommes en Normandie, au lieu-dit Le Goulet, et là, un traité de paix est signé entre le roi d'Angleterre, qui s'appelle Jean Ier, surnommé Jean sans terre, parce qu'il n'aurait jamais dû régner, parce qu'il était le deuxième fils, mais son frère aîné, Richard Cœur de Lion, étant mort, et Jean sans terre lui succède sous le nom de Jean Ier d'Angleterre, et Jean Ier d'Angleterre rend l'hommage au roi de France, Philippe II Auguste. Et là, eh bien, si j'étais vous, je me demanderais comment ça se fait qu'un roi rend l'hommage à un autre roi. Ça n'apparaît pas logique. Eh bien, mais parce que l'image est trompeuse. En fait, on a représenté les deux personnages avec chacun sa couronne sur la tête. D'ailleurs, vous noterez qu'ils ont la même couronne, aux fleurs de lys. Le miniaturiste ne connaissait visiblement qu'un seul modèle de couronne, celle des rois de France. Mais le personnage en rouge, c'est Jean sans terre. Celui qui est assis, c'est le seigneur, donc c'est Philippe d'Auguste. Mais en réalité, ce n'est pas
le roi d'Angleterre qui rend hommage au roi de France. C'est le duc de Normandie, duc d'Aquitaine, c'est-à-dire que ça n'est pas en tant que roi d'Angleterre que Jean rend l'hommage, c'est en tant que vassal du roi de France pour l'un des grands territoires, l'un des grands fiefs du royaume de France. Et ça change tout, ça change la perspective. Néanmoins, c'est quand même très humiliant pour un roi d'Angleterre qui est beaucoup plus riche et puissant que le roi de France, de devoir mettre publiquement un genou à terre devant lui et tendre les mains comme un suppliant pour qu'il soit reconnu comme vassal d'un seigneur beaucoup plus faible que lui. C'est humiliant et c'est pour cela que dans un premier temps, Jean Santerre a refusé de rendre l'hommage. Et alors comment se fait-il, parce que cette situation entraîne une nouvelle question, comment se fait-il qu'un roi d'Angleterre puisse être en même temps duc de Normandie ou duc d'Aquitaine? Eh bien la réponse avec la diapo d'après. Pour comprendre comment le roi d'Angleterre a pu devenir en même temps le duc d'Aquitaine et donc le vassal du roi de France, eh bien il faut que je vous parle d'une femme du Moyen-Âge qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, qui est connue pour son extrême beauté, pour le fait qu'elle ait été duchesse d'Aquitaine, ce qui prouve au passage que les grands seigneurs, les ducs, les comtes peuvent parfois être des femmes. Ça n'est pas très courant, mais ça n'est pas non plus extrêmement rare, et on a tendance à l'oublier. Et c'est donc le cas pour Aliénor d'Aquitaine, qui fut comtesse de Poitou, mais aussi duchesse d'Aquitaine. Et elle est connue aussi, et surtout, et ça c'est encore moins banal, pour avoir épousé successivement, pas en même temps évidemment, deux rois. Le premier, c'est le roi de France, Louis VII. Bon. Alors, quand la duchesse d'Aquitaine épouse le roi de France, ça pose pas de problème, on reste entre Français, le duché d'Aquitaine reste un fief du roi de France, il n'y a pas de problème. Au contraire, même si jamais Aliénor d'Aquitaine devait mourir pendant le mariage, eh bien le duché d'Aquitaine intégrerait le domaine royal. Donc là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que Louis VII et Aliénor d'Aquitaine ne vont pas du tout s'entendre, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils vont finir par se séparer. J'emploie pas le mot divorce parce que le divorce au Moyen-Âge n'existe pas, il est interdit par l'Église, donc on va trouver un arrangement un peu bidon. L'Église va trouver que Aliénor d'Aquitaine et Louis VII sont cousins, à un degré suffisamment proche pour qu'il y ait consanguinité, et figurez-vous que c'est un motif valable pour annuler le mariage. Et donc, Aliénor d'Aquitaine redevient duchesse d'Aquitaine, et tout va bien. Le problème, c'est qu'elle va épouser un autre homme, et cet homme n'est autre qu'Henri Plantagenet, qui va devenir roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. Et là, qu'elle l'ait fait exprès pour se venger ou pas, il est là le problème. Parce que du coup, en épousant son mari, l'anglais Henri Plantagenet, eh bien, elle apporte dans la corbeille de mariage, comme dot, le duché d'Aquitaine. Et voilà comment le duché d'Aquitaine, par mariage, va se transmettre chez les rois d'Angleterre en tant que fief du royaume de France. Et voilà comment le roi d'Angleterre se retrouve tout à la fois suzerain sur ses propres terres anglaises, c'est-à-dire seigneur des seigneurs, et vassal du roi de France pour les territoires en royaume de France. Et si Jean Santerre consent
mais ça lui a coûté, hein, de mettre un genou à terre et de rendre l'hommage à son seigneur et maître Philippe II Auguste, c'est parce qu'il y a eu une négociation très ferme et que en échange de ce geste symbolique, Philippe Auguste accorde à Jean le duché de Normandie, qui lui avait confisqué. Mais ça va pas être gratuit pour Jean, parce que non seulement Jean a dû rendre l'hommage, mais en plus il a dû payer à son seigneur, le roi de France, une taxe qu'on appelle le droit de relief. Et comme je vous l'indique, hein, c'est une taxe due par le vassal à son seigneur, sorte de dédommagement financier pour le fief reçu des mains du seigneur et destiné à nourrir le vassal en échange de sa fidélité. Donc autrement dit, Philippe II Auguste a obligé Jean, roi d'Angleterre, à racheter d'une certaine manière son fief. Et ça en dit long sur l'autorité de Philippe II Auguste, parce que si vous regardez la carte du royaume de France de 1180, eh bien, force est de constater que le roi d'Angleterre et le roi de France ne boxent pas dans la même catégorie. Et que le roi de France est un poids plume par rapport au roi d'Angleterre qui est un poids lourd. Parce qu'au fond, si on compare les deux royaumes, bah, le roi d'Angleterre détient en tant que vassal du roi de France une bonne moitié du royaume, puisqu'il est aussi duc de Normandie, duc de Bretagne, comte d'Anjou, de Poitou, comte d'Auvergne, etc. C'est-à-dire tous les territoires en vert. Et alors vous comprenez que ça a dû lui coûter à Jean sans Terre de mettre un genou à terre devant un roi beaucoup plus faible que lui. Du reste, un autre roi aura l'infortune de connaître le même sort. Il sera obligé, hein, on voit sur cette miniature, sur la diapo, là ça sera le roi d'Angleterre Édouard III qui sera obligé de mettre là encore un genou à terre devant son suzerain, le roi de France Philippe VI de Valois, en 1329, quelques années avant la guerre de Cent Ans. Parce que, encore une fois, la cérémonie de l'hommage, elle est très importante. Comme l'explique un historien, c'était reconnaître au roi de France une supériorité féodale que les rois d'Angleterre n'avaient jamais acceptée que de mauvaise grâce. C'était une victoire capétienne, donc une victoire pour les rois de France. Dès le début du traité, le traité du Goulet, en effet, sont nettement marqués les rapports de suzerain-vassal que le roi de France entend maintenir. Il s'agit moins d'un traité entre deux rois que d'une paix entre un seigneur et son homme. Et c'est pour ça, encore une fois, que la miniature représentant le roi d'Angleterre avec sa couronne, en fait, c'est une mauvaise interprétation de l'événement historique. Je viens de vous expliquer que Jean sans Terre, duc de Normandie, avait été contraint de ployer un genou à terre et à rendre l'hommage à Philippe d'Auguste et à payer une somme très conséquente pour avoir le droit de récupérer son fief de Normandie qui lui avait été confisqué par le roi. Et peut-être voudriez-vous savoir pourquoi Philippe Auguste avait confisqué le duché de Normandie à Jean sans Terre. C'est une qualité en histoire d'être curieux. Eh bien, figurez-vous que c'est encore une fois à cause d'une femme, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'Aliénor d'Aquitaine, hein, puisque elle est morte à ce moment-là. Alors, en fait, nous avons l'explication de cette confiscation par un historien de l'époque qui s'appelle Guillaume le Breton, dont il faut quand même un peu se méfier parce que Guillaume le Breton a écrit une histoire de Philippe Auguste qu'il intitule La Philippide et dans laquelle il rend un hommage extrêmement appuyé au roi de France
Et donc Guillaume le Breton n'est pas toujours parfaitement impartial quand il décrit la personnalité, les actions du roi. Mais néanmoins, c'est une source historique très intéressante et il nous explique ce qui s'est passé. Le roi Jean d'Angleterre, duc d'Aquitaine, mais aussi duc de Normandie, enleva la femme du comte Hugues de la Marche, son vassal, et il s'unit à elle. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, Hugues de la Marche a eu la mauvaise idée de se rendre auprès de son vassal accompagné de son épouse. Et son épouse était fort belle, ce qu'a remarqué le duc d'Aquitaine, qui lui a piqué sa femme. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup plu au comte Hugues de la Marche qui s'est retrouvé le cocu de l'histoire. Elle avait pour père le comte d'Angoulême. Le comte de la Marche se rendit auprès du roi des Français et lui demanda de lui faire rendre justice. Alors le roi, afin d'observer les règles de la justice, avertit Jean, par des écrits, de faire réparation pour ce fait à Hugues. C'est-à-dire qu'en fait, Hugues de la Marche, étant le vassal de Jean sans Terre, aurait dû se plaindre auprès de son seigneur. Mais il ne le peut pas, puisque c'est son propre seigneur qui lui a volé sa femme. Ça serait stupide. Donc, ce que va faire Hugues de la Marche, c'est qu'il va court-circuiter Jean sans Terre et il va s'adresser à leur seigneur commun, qui n'est autre que Philippe II Auguste, roi de France. Et Philippe II Auguste, parce qu'il est le seigneur direct du duc d'Aquitaine, Jean sans Terre, est aussi indirectement le seigneur du comte Hugues de la Marche. Ah oui, ça marche dans les deux sens. Alors, Philippe II Auguste aurait pu rire à gorge déployée des mésaventures du comte Hugues de la Marche, c'est d'ailleurs ce qu'il a dû faire en privé, mais il s'est réjoui probablement de la situation parce que c'était une occasion en or de confisquer ses terres à Jean, parce qu'en obligeant le duc d'Aquitaine à demander pardon, à réparer sa faute envers son vassal, Philippe Auguste savait très bien que Jean n'en ferait rien, que jamais il n'accepterait de s'humilier devant son vassal. Un roi d'Angleterre ne peut pas demander pardon à un simple comte, c'est pas possible. Donc il savait qu'il n'obéirait pas. Et alors, dans le système féodal, quand le vassal refuse d'obéir à son seigneur, la sanction est terrible, puisque le seigneur pratique la commise. La commise, c'est-à-dire la confiscation de tous les fiefs du vassal qui a fait preuve de déloyauté, du vassal qui a fait preuve de félonie, c'est-à-dire le vassal qui a trahi son seigneur puisqu'il lui a juré fidélité et qu'en fait, de fidélité, il ne lui obéit plus. Donc du coup, Philippe Auguste savait très bien à l'avance ce qui allait se passer, et alors évidemment, en confisquant le fief de son vassal, en prononçant la commise, Philippe Auguste sait très bien que cela va déboucher sur une guerre, parce qu'évidemment, Jean sans Terre ne va pas se laisser dépouiller sans réagir. Mais Philippe Auguste n'a pas peur de Jean sans Terre, il a bien l'intention de le vaincre, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui explique, en réalité, le traité de paix du Goulet. Où non seulement Jean sans Terre reconnaît l'hommage envers son seigneur, mais il reconnaît aussi par là même sa défaite militaire. Tout est lié. Si l'on étudie maintenant l'évolution territoriale du royaume de France sous le règne de Philippe II Auguste, c'est-à-dire entre 1180, le moment où Philippe II Auguste monte sur le trône de France, et 1223, le moment
où il meurt. Regardez bien la Normandie. La Normandie, en 1180, est un fief du roi d'Angleterre. En 1223, la même Normandie n'est plus un fief du roi d'Angleterre, c'est devenu un territoire du domaine royal. Ça veut dire qu'il y a eu une autre guerre par la suite entre Jean Santerre et son seigneur. Le vassal Jean Santerre a de nouveau fait preuve de félonie, de trahison envers son seigneur. Son seigneur l'a à nouveau puni en le battant militairement à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, pas question de pardonner, pas question d'accepter que Jean rachète une nouvelle fois son fief de Normandie. Cette fois-ci, le fief de Normandie est devenu territoire royal français. Sauf que, parce que ce territoire fait partie du domaine royal, le roi de France en fait ce qu'il en veut. Il peut le conserver dans le domaine royal s'il le souhaite, mais il peut aussi le remettre en fief, mais alors évidemment à une personne davantage digne de confiance. Et c'est ce qui va se passer avec le texte que nous allons étudier maintenant. Vous aurez remarqué le petit cercle rouge centré sur les dernières lettres de Normandie. Ce petit cercle rouge concerne les territoires de Conches et de Nonancourt. Pourquoi Conches et Nonancourt? Eh bien justement parce qu'il va en être question dans le dernier document que nous allons étudier maintenant. C'est le roi Philippe Auguste qui s'exprime lui-même à travers ce texte. Et Philippe Auguste, en tant que roi de France, va utiliser le nous de majesté. Sache tous que nous donnons à perpétuité en fief et hommage lige, c'est-à-dire en hommage principal. Ah ben oui, parce que figurez-vous qu'un même chevalier peut devenir le vassal de plusieurs seigneurs. Ce qui complique véritablement le système féodal. Parce qu'un vassal, après tout, pourquoi est-ce qu'il se contenterait d'un seul fief? Surtout si le fief qu'on lui a remis est un peu maigre, un peu juste pour bien en vivre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher un vassal de rendre l'hommage à plusieurs seigneurs différents? Bah rien. Sauf que si vous devenez le vassal du seigneur X et du seigneur Y, et que le seigneur X se met à faire la guerre au seigneur Y, avec lequel des deux seigneurs allez-vous vous battre? Et contre lequel autre? Parce que si vous choisissez d'être fidèle au seigneur X, vous allez être félon vis-à-vis du seigneur Y. Et inversement. Et si vous décidez finalement de rester neutre en disant, bah voilà, moi je veux trahir personne, je ne vais me battre ni avec un de mes seigneurs, ni avec l'autre. Eh bien, mais c'est pire, parce que vous trahissez les deux. Donc il n'y a pas de bonne solution. C'est pour cela que l'on va mettre en place le système de l'hommage lige, autrement dit de l'hommage principal. Donc ça veut dire que quand vous rendez l'hommage à plusieurs seigneurs, vous en désignez un qui sera le seigneur lige. Et il ne peut y en avoir qu'un, ce sera celui-là. Donc logiquement, ça veut dire que c'est le seigneur qui vous récompensera par le fief le plus riche, le plus intéressant, celui pour lequel vous aurez le plus à perdre, et donc celui pour lequel vous resterez fidèle. Donc ici, il est bien évident que le fief provenant du roi de France,
Eh bien, évidemment que celui qui va recevoir le fief va rendre un hommage lige. Personne ne peut être supérieur au roi de France. Et le bénéficiaire du fief, c'est son cousin, Robert de Courtenay, et à son héritier, né de son épouse légitime. Donc, en quoi consiste le fief? Eh bien, le fief consiste en un château, celui de Conches, avec la ville, la forêt et les dépendances de ce château. Vous en apercevez les ruines sur la photo de gauche. Nous donnons également le château de Nonancourt avec les terres dépendantes. Donc on voit qu'un fief prend généralement la forme d'un territoire. Alors si vous m'avez bien suivi dans mes explications, vous devez avoir relevé une contradiction. C'est embêtant. Je vous ai expliqué dès le début de la séance qu'un fief n'est que prêté par le seigneur à son vassal, à son homme, à son vassal, et que le véritable propriétaire reste le seigneur. Or là, que dit Philippe Auguste dès la première phrase? Il nous dit qu'il donne le fief à Robert de Courtenay et qu'il le donne en plus à perpétuité. Donc si on suit l'explication à la lettre, Philippe Auguste s'est débarrassé de Conches et de Nonancourt, et ça y est, il n'en est plus le propriétaire. Mais en fait, c'est pas moi qui me contredis. C'est Philippe Auguste qui va se contredire. Si vous lisez la suite du texte, vous allez le comprendre. Ni Robert ni son héritier ne pourront donner ou vendre les châteaux et les terres qui en dépendent, sans notre accord ou celui de nos héritiers. Si Robert n'a pas d'héritier légitime, c'est-à-dire un garçon, parce que le fief se transmet d'un chevalier à un autre chevalier, il ne se transmet pas par les filles. Les châteaux nous reviendront intégralement, avec leurs dépendances, à nous et à nos héritiers, au cas où Philippe Auguste serait mort avant Robert de Courtenay, après le décès de Robert. Donc, quand vous êtes le véritable propriétaire d'un objet, d'une terre, vous en faites ce que vous voulez, vous demandez l'avis de personne, vous la vendez, vous donnez l'objet, vous le vendez, vous en faites ce que vous voulez. Là, Robert de Courtenay ne peut ni vendre ni donner son fief, et si jamais il n'a pas d'héritier, le fief retournera au domaine royal. C'est donc bien la preuve que contrairement à ce qu'écrit Philippe Auguste, le fief n'est pas donné à perpétuité. Il n'est en fait prêté, concédé, que pour la vie durant du vassal. C'est-à-dire que en fait, les hommes au Moyen-Âge, ils ont une vision de l'éternité qui est un peu fausse. Au lieu d'écrire pour l'éternité, il aurait dû écrire à vie. C'est un prêt à vie. Et quand vous bénéficiez à titre gratuit d'une maison, d'une terre, d'un objet, on dit que vous en avez l'usufruit. Autrement dit, vous êtes un usufruitier. Quelqu'un qui vit dans un logement dont il est le locataire et qu'il ne paye rien au propriétaire, on parle d'un usufruit. Et bien là, c'est tout à fait le cas. Le vassal est l'usufruitier de son seigneur. Et à charge pour lui de ne pas le trahir pour ne pas voir confisquer son fief. Tout est là. Alors, il est temps de découvrir ou de redécouvrir le repère chronologique associé à la séance. C'est le deuxième, c'est-à-dire mai 1200, le traité du Goulet, au cours duquel le roi d'Angleterre s'agenouille, de bon gré mal gré, pour rendre l'hommage au roi de France, pour justement ses fiefs qu'il tient du roi de France en terre française.
Voilà le texte de la leçon, de la trace écrite que je vous propose de lire pour vous, en même temps que vous, concernant le système féodal de l'Occident médiéval. La leçon 1. Un puissant chevalier recrute des petits chevaliers afin de l'aider à défendre son territoire. Ces derniers se lient à leur seigneur pour la vie, par la cérémonie de l'hommage et prennent le titre de vassaux. En échange du serment de fidélité juré par le vassal sur la Bible ou sur des reliques, le seigneur lui remet un fief, du latin feudus, qui a donné l'adjectif féodal, le mot féodalité, souvent constitué de terres destinées à nourrir le vassal. Un contrat rédigé devant notaire établit les devoirs réciproques entre le vassal et son seigneur. Les deux hommes se doivent mutuellement conseil, aide militaire et solidarité financière, notamment pour le paiement d'une rançon, dans des limites fixées à l'avance et par écrit. Le vassal bénéficie de l'usufruit du fief, mais n'en devient pas le propriétaire. En effet, à sa mort et en l'absence d'héritier, ou en cas de félonie, le fief retourne systématiquement au seigneur. Le petit seigneur se plaçant lui-même sous la protection d'un seigneur encore plus puissant, se dessine une pyramide féodale dont le roi constitue le seigneur des seigneurs, le suzerain. Les liens vassaliques sont complexifiés par le fait qu'un même vassal peut se lier à plusieurs seigneurs, mais il rend l'hommage lige à son seigneur principal, son seigneur lige. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon apprentissage de la séance et je vous dis à bientôt pour découvrir les instruments de l'autorité royale. Bonne journée.